Sunday Night Production. Le trail running est un sport qui allie endurance, stratégie et connexion avec la nature. Et aujourd'hui, avec New Balance, on va vous aider à plonger dans tous les aspects essentiels de cette discipline. Pour faire de vous un coureur ou une coureuse tout-terrain, c'est parti. Parce que nous sommes convaincus que le trail running résonne en chacun de nous, quel que soit notre parcours personnel ou nos ambitions, New Balance est fier de vous proposer cet épisode destiné à toutes celles et ceux qui aspirent à sortir des sentiers battus. Bonne écoute. Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial enregistré à quelques pas du magnifique LAN d'Annecy dans le cadre du New Balance Experience. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant du trail running accompagné par trois invités d'exception. Alors si vous vous demandez comment s'entraîner efficacement en descente, quelle est la meilleure nutrition adaptée aux courses de trail ou encore comment développer un mental de trailer, eh bien vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui nous allons vous aider. Pour débuter cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nouchka, ultra trailleuse et diététicienne. Salut Nouchka, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans le podcast, surtout à Annecy parce que je crois que tu habites pas très loin d'ici. Est-ce que tu vas bien après ton ultra trail ? Salut Guillaume, je suis très contente d'être là avec toi puis avec vous. Ça va très bien, je suis fraîchement ultra traileuse depuis 4 jours maintenant et ça va, j'ai plutôt bien récupéré donc tout va bien. On va parler parce que pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, tu as participé il y a quelques jours à la Maxi Race sur le format 93 km. Et d'ailleurs, on va débriefer un peu de ta course juste après. Ça permettra de faire une petite introduction. Et j'ai également le plaisir d'être en compagnie d'Antea Join, athlète de haut niveau de la team à New Balance et préparatrice mentale. Salut Antea, comment est-ce que ça va toi aujourd'hui ? Bonjour Guillaume, écoute, ça va très bien. On est dans un cadre magnifique à la maison, donc c'est un plaisir. Alors malheureusement, je crois qu'en ce moment, toi, tu peux pas courir parce que t'es blessé, c'est ça ? Ouais, je me suis blessée lors d'une course en novembre dernier qui m'a valu une opération de la cheville. Donc je me suis fait opérer il y a 4 mois et donc je suis en pleine rééducation, même réathlétisation maintenant. Donc voilà, je patiente gentiment et j'espère pouvoir retrouver la course à pied d'ici quelques semaines. Bon, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui nous écoutent et qui sont blessées, donc on leur souhaite un bon rétablissement. Et puis ça te permet de faire des podcasts aussi, d'avoir un petit peu plus de temps à consacrer et à partager tes connaissances avec nos auditeurs. Alors Nouchka, toi, tu as fait ton ultra trail à la Maxi Race. Comment est-ce que ça s'est passé ? On va prendre 5 minutes pour débriefer un petit peu. Ce sera une bonne introduction. Ça s'est passé. Ça s'est passé pas comme je l'aimerais à 100%, mais finalement, apparemment, c'est ça l'ultra trail. Donc, avec le recul, je suis quand même contente, même si j'ai pas fait 100% ce que j'espérais. C'est un premier, ça donne une base et maintenant, il faudra corriger ce qu'il y a à corriger pour la suite. C'était ton tout premier. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré vers ces épreuves de très longue distance ? Ça fait 2 ans que je fais du trail. En arrivant dans la région, je me suis vite rendu compte que pour courir sur route, moi qui faisais du triathlon, c'était compliqué. Il fallait que je prenne la voiture et du coup, je me suis naturellement mis au trail. En faisant du triathlon, j'ai fait quand même quelques longues distances, donc j'aimais bien ça. J'ai fait un ultra à vélo un jour et puis j'ai kiffé aussi. En fait, les longues distances, ça me permet de m'explorer, si je peux dire ça comme ça, et d'apprendre beaucoup sur moi. Et voilà, aller chercher un peu cette limite que je connais pas, en fait, il y a un truc que j'aime bien, ça me permet de trouver les réponses aux plus grandes questions de ma vie, l'ultra. Et en fait, c'est ce que je ressens vraiment. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi d'introspection peut-être sur la longue distance, mais le trail, c'est pas forcément la longue distance, parce que toi d'ailleurs, Antea, je crois pas que tu sois une spécialiste de longue distance, c'est aussi des distances de 30, de 15, 20, 30, 40, 50, 100 km, pas forcément des distances hors normes. Oui, je cours pas forcément après le nombre de kilomètres. J'ai d'ailleurs commencé sur route, sur marathon. C'est une distance que j'adore d'ailleurs. Après, voilà, quand même, ce que j'aime bien, moi, c'est la notion de voyage. Et quand on fait un ultra, on voyage beaucoup. Donc, c'est quand même quelque chose qui m'attire, en tout cas de plus en plus. Alors Nouchka, Antea, vous avez toutes les deux un point commun. Initialement, la course à pied n'était pas votre sport de prédilection. Nouchka, je crois que toi, avant de courir dans les montagnes, on pouvait te retrouver dans l'eau parce que tu pratiquais l'aviron, même à haut niveau. Tu as été championne de France, c'est ça je crois. Oui, j'ai été championne de France en 2012. Maintenant, quand j'y pense, ça remonte un petit peu. Ça me fait de plus en plus mal de le dire. Mais oui, j'ai fait de l'aviron pendant 8 ans. Ça a participé à me faire grandir toute mon adolescence et toute ma vie de jeune adulte. Et ça reste une bonne période de ma vie
quand j'y repense. Ouais, j'imagine. De toute façon, dès qu'on fait un sport à très bon niveau, c'est toujours riche d'enseignements parce que on se prépare et puis de toute façon, ce que tu vas développer, c'est transposable après dans tous les sports finalement. Ouais, carrément. Même dans le milieu professionnel, j'imagine que... C'est niveau mental, ça te forge énormément, surtout quand tu es jeune et que tu fais du sport à bon niveau, quoi. Quant à toi, Antea, tu étais dans le monde des sports co avec le handball. Alors, le trail running, c'est quand même un sport qui est assez codifié avec un imaginaire qui est très fort autour de la vie en montagne et ça peut souvent être perçu comme réservé à certaines catégories de coureurs qui habitent vraiment en montagne ou dans des milieux très naturels. Beaucoup de gens d'ailleurs se sentent pas forcément légitimes à s'identifier en tant que trailer. Je ne sais pas si ça a déjà été votre cas, mais c'est vrai qu'on parle souvent du syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Antea, en tant que préparatrice mentale, je pense que toi, c'est des syndromes que tu connais. Oui, je rencontre beaucoup de personnes qui osent pas aller faire du trail ou qui osent pas s'inscrire à une course parce que ils se disent qu'ils sont pas forcément du milieu, parce qu'ils n'ont pas forcément grandi au bon endroit ou commencé par le bon sport. Voilà, si ça peut aider des personnes. Moi, j'ai commencé par un sport de gymnase. J'ai pas du tout grandi à la montagne. J'ai commencé à courir dans le Bois de Boulogne à Paris et c'est là où j'ai préparé mon premier ultra. Donc, comme quoi, c'est possible. Le Bois de Boulogne, je connais bien effectivement. Mais c'est vrai que même les tenues, tu vois, les lunettes, les sacs d'hydratation, on voit même souvent sur les réseaux sociaux des gens qui attaquent en disant finalement, tu n'as pas assez un bon niveau pour porter un sac, tu n'as pas assez un bon niveau pour porter des lunettes. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu la mode. On voit beaucoup ça dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on doit réagir justement quand il y a des gens qui nous disent t'es pas légitime à faire ça ou à te sentir trailer? Comment est-ce qu'on doit réagir quand on nous attaque comme ça? C'est toujours difficile quand on se sent attaqué, mais je dirais que la première chose, c'est se recentrer sur soi. Sur ce qu'on a profondément envie, sur ce qu'on veut, sur ce qui nous anime et nous motive. Et donc c'est ça qui nous protège un petit peu, c'est de se recentrer sur soi et sur les gens qui croient au projet. Et de placer son attention, sa concentration uniquement là-dessus. Donc ça serait la première chose. Et puis la deuxième chose, ça serait tout simplement de le faire et de se rendre compte qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que les personnes qui nous ont attaqués, on les entend plus forcément. Donc voilà, je pense que le trail est un sport en effet un peu communautaire, qu'il y a beaucoup aussi d'imaginaire autour du sport et qu'il y a aussi et qui se développe aussi, qui s'ouvre. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont contentes que leur sport s'ouvre de plus en plus, qu'il y ait plus d'intérêt, qu'il y ait plus d'attrait, plus de moyens aussi pour les coureurs. Toi, tu es athlète de la team New Balance et c'est vrai que aujourd'hui, si les marques s'intéressent aussi à cette discipline et peuvent sponsoriser des athlètes, c'est parce qu'il y a aussi un engouement. Donc, il peut avoir des inconvénients parce que c'est vrai qu'on est dans des milieux naturels et qu'il faut respecter les endroits, mais il y a aussi des avantages. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent rester un petit peu entre eux, quoi. C'est le côté un peu entre soi qui n'est pas propre au trail. On le trouvait aussi sur marathon il y a quelques années. On va le retrouver aussi dans d'autres sports, le milieu du ski, ce genre de choses. Et c'est vrai que on peut être attaqué, quoi. Oui, je l'entends. Alors après, c'est vrai que personnellement, étant donné que je venais d'un autre milieu, je me suis sentie protégée, en tout cas moi personnellement, de tout ça. Parce que je connaissais personne qui faisait vraiment du trail. Donc du coup, personne me disait ça. Donc j'étais plutôt protégée. Mais si c'est le cas, je pense que ça va évoluer dans tous les cas. Parce que le sport, en effet, devient de plus en plus populaire. Donc on sera de moins en moins face à ce genre de remarques. Après, je pense que la limite, c'est comme tu l'as dit, que ça reste un milieu naturel, protégé. La montagne, c'est un milieu qui est quand même, je dirais, dangereux, exigeant. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une notion, cette notion, il faut quand même la garder en tête, tout en se disant que si on fait les choses bien, tout se passera bien. Hein. L'important, c'est la préparation. Voilà, à partir du moment où on se prépare, on fait les choses correctement, on a sa place sur la ligne de départ, peu importe son profil, peu importe son sexe, peu importe son histoire, peu importe sa condition physique. Une fois qu'on s'est entraîné et on s'est préparé pour être dans une course, on a sa place sur une ligne de départ. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans le trail, toi, Antea? Tu nous l'as dit, tu as commencé assez tôt finalement. Je crois que c'est 2019 ton premier marathon de Paris. Qu'est-ce qui t'a attiré justement dans cette discipline qu'est le trail running? Moi, c'est assez particulier parce que je faisais que du handball, j'en ai fait toute ma vie et après, j'ai travaillé dans le milieu du sport.
Donc voilà, j'avais un poste de responsable Europe pour une marque de chaussures de trail. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la discipline et je ne connaissais pas du tout. Et la première fois que je suis allée sur un salon à l'UTMB, je me suis dit mais qui sont ces gens qui font le tour du Mont Blanc et par où ils passent? Je ne comprenais pas. Et je dis mais ils ferment la route. Franchement, je ne comprenais pas. Et là on m'a expliqué qu'en fait non, il y avait des chemins dans la montagne que je n'étais même jamais allée, même faire de la randonnée à vrai dire. Ah oui, donc vraiment tu n'avais aucune connaissance de la montagne quoi. Ouais, je ne savais même pas qui était Kylian Jornet. Je ne savais pas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser parce que j'ai obtenu ce travail-là. Et voilà, c'est comme ça quand je dirais que l'intérêt est arrivé. Et comme j'ai toujours été un peu compétitrice, je rencontrais des athlètes par le biais de mon travail, notamment féminines, et je me disais, mais si elles peuvent le faire, pourquoi moi je pourrais pas? C'était un petit peu ça. Et donc je me suis dit, peut-être qu'un jour j'essaierai. Et puis à un moment donné, je me suis lancée, alors pour plein de raisons, notamment, à la base, c'était pour reconquérir un garçon, hein, clairement. Il courait, donc je me suis dit, si je cours, il va peut-être revenir. Bon, il est jamais ça a marché? Non, pas du tout. Ah, bon, échec. Désolé pour toi. Alors, mais tout va bien. Et c'est comme ça que je me suis inscrite. Donc je me suis inscrite à un 10 km, un semi-marathon et un marathon à Paris. Et vu que ça s'est bien passé, je me suis inscrite sur la Saint-Élion. Donc voilà, je me suis tout de suite lancée en me disant que j'aimais bien l'idée de pouvoir me dépasser sur ce genre de discipline. Alors, en plus de votre passion et de votre pratique pour le trail running, vous avez aussi des compétences. Alors toi, sur la partie prépa mentale et toi, Nouchka, sur la partie nutrition. Et justement, on a demandé à nos auditeurs et auditrices de nous poser toutes les questions sur cette thématique-là autour du trail pour les aider à mieux comprendre. Et on a eu énormément de questions. Quelque chose qui peut surprendre les coureurs sur route quand ils font leur premier trail ou quand ils regardent les courses de trail, c'est les ravitaillements. Parce que souvent, les ravitaillements, ils sont associés à des choses assez rustiques. On va retrouver du saucisson, on va retrouver du fromage, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces aliments sont choisis quand on fait du trail? Est-ce que vraiment il faut manger du saucisson et du fromage? Parce que là, ça redéfinit un peu mes connaissances en termes de nutrition sportive. Et c'est vrai que ça peut surprendre quand on ne vient pas de ce monde-là de trouver ce genre de choses. Ça change des petits morceaux de chocolat noir et de banane. Ouais, alors je pense que dans le trail, il y a plus cet aspect plaisir quand même qu'on retrouve peut-être moins sur route. Donc qui dit plaisir aussi gustatif. Donc je pense qu'il y a ça. Après, c'est pas forcément ce qu'il faudrait. Bien sûr, ne remets pas en question toutes tes connaissances d'un point de vue nutrition en trail. Mais je pense que cet aspect plaisir joue énormément. Après, ce qu'il y a sur les tables de ravitaillement, c'est pas toujours ce qu'il faudrait consommer. Je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire à ce niveau-là, même si ça tend à être un petit peu mieux quand même. Ça dépend des orgas. Moi, j'ai des sportifs qui choisissent leur trail en fonction de ce qu'il y a sur la table de ravitaillement. Ouais. Et souvent, ils choisissent le trail où il y a le plus de choix sur la table de ravitaillement et où ils peuvent le plus goûter de spécialités de la région, quoi. Oui, c'est comme le marathon du Beaujolais, c'est pas forcément le marathon du Médoc, c'est pas forcément le marathon le plus représentatif du ravitaillement sur la course sur route. Première question qu'on nous a posée, est-ce que l'approche nutritionnelle sur trail, elle est fondamentalement différente de celle de la route? Sur les bases, non, parce que le principe reste le même, c'est-à-dire apporter de l'énergie à son corps et éviter justement les baisses d'énergie, les hypoglycémies et puis le fait de devoir trop baisser le régime. Donc apporter de l'énergie sous forme de glucides, digeste pour éviter justement les troubles digestifs. Maintenant, ce qui va le plus varier entre la route et le trail, c'est surtout que souvent sur trail, les distances vont être, la durée de course plutôt va être plus longue. Et donc, qui dit plus long, dit il y a peut-être plus cette notion de plaisir et de se permettre d'apporter peut-être plus d'aliments solides, ou sur route on le ferait moins typiquement. Quand on court 5, 6, 7, 10, 15, 20 heures, l'alimentation, on va pas pouvoir manger des gels et des compotes pendant autant de temps, ça devient compliqué. Et moi, ce que j'aime rappeler quand même, c'est le plus important sur trail, c'est quand même de réussir à apporter de l'énergie le plus longtemps possible, et peu importe si ça ne respecte plus le plan nutritionnel qu'on s'était dit à la base, avec le temps de grammage, ce qu'il faudrait exactement, ce qu'il y a le mieux, etc. Non, le tout, c'est d'apporter de l'énergie, et même si ça passe par du saucisson et du fromage au ravito. Ouais, ça va, ça passe aussi. Voilà. Antea, alors toi, tu viens des sport co. Les sport co, soit le foot, le handball, vous n'êtes pas les meilleurs, hein, sauf vouloir vous enfoncer sur la diététique, la nutrition. Mais au moins, j'imagine que tu n'as pas forcément de grandes connaissances. Comment est-ce que tu as géré ça, justement, tout
tout ce monde de la nutrition, toutes les approches qui existent, parce qu'aussi, il y a plein de philosophies différentes. Des fois, on entend des infos contradictoires. Comment tu as géré ça? Est-ce que ça a été simple pour toi de gérer toutes ces questions nutritionnelles? C'est une bonne question et on en parlait tout à l'heure avec Nouchka. Nous, quand on joue au handball, quand on fait une heure de match, il n'y a pas du tout de question de manger. Ça n'existe pas, en tout cas, dans les 15 ans, j'ai joué au handball. Et donc, quand je me suis mis au trail, la première fois que j'ai fait la CCC, je suis partie qu'avec de l'eau et j'ai bu pendant 15 heures de l'eau. Je savais même pas ce qu'était une boisson isotonique, je savais pas ce qu'étaient les électrolytes. Et quand j'ai fini ma course, mon coach il m'a dit t'as mis quoi dans tes flasques? J'ai dit j'ai mis de l'eau. Et j'ai fait ma première course comme ça. Donc en fait, je n'avais pas du tout de notion. Donc c'est encore quelque chose que j'apprends. Et pourtant, voilà, ça va faire maintenant quasiment 5 ans que je fais du trail. Je suis pas encore au point sur tout. C'est toujours compliqué, notamment avoir mes apports, ça reste quelque chose de très compliqué. Quand on s'entraîne 10, 15, 20 heures par semaine, il faut énormément manger. Voilà, c'est des choses qui sont pas encore super bien acquises pour moi. Donc je continue à apprendre, mais c'est sûr que c'est pas si simple que ça. Tu parles justement des dépenses énergétiques. Quand on prépare de l'endurance, et notamment sur trail, c'est vrai qu'il y a certains coureurs qui peuvent perdre beaucoup de poids. Et quelquefois, on peut se dire, c'est cool, je perds du poids, je m'affûte. Mais est-ce que c'est normal de perdre vraiment beaucoup, beaucoup de poids quand on prépare une course de trail? Non, clairement, sauf si tu pars de loin et que tu es très loin de ton poids de performance ou poids de forme. En fait, les sportifs d'endurance ont tendance à sous-estimer leurs besoins énergétiques. Clairement, ils ont l'impression que parce qu'ils mangent à leur faim, ça va être assez. Mais en fait, on a des dépenses qui sont tellement importantes. Chez certains athlètes, ça peut monter jusqu'à 4, 5, 6, 7 000 cales en fonction du profil et du volume d'entraînement. Et en fait, c'est vraiment... moi, je fais un gros travail là-dessus avec les athlètes que j'accompagne et même sur tout le travail que je fais sur les réseaux sociaux. Ça en choque beaucoup, mais je dis aux gens, il vaut mieux manger assez en quantité qu'en qualité. Même si on aime pouvoir faire les deux, si vous devez choisir, en fait, mangez assez en quantité. Parce que la qualité... ça peut toujours, entre guillemets, se rattraper. La quantité, sur le long terme, c'est très délétère d'un point de vue déjà performance, mais aussi d'un point de vue santé, en fait. Et ça, on s'en rend pas compte tout de suite. On s'en rend compte après, plus tard. C'est drôle parce que c'est vrai qu'il y a, et c'est très bien, il y a toute la mode autour du healthy, ce genre de choses, de la nutrition végétale. Et quelquefois, on se dit, si je mange sainement, ça va suffire. Mais on réfléchit pas en termes de nutriments, de macronutriments, ce genre de quantité aussi. Et là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut être une erreur aussi. Ouais, clairement. Et je pense que les dernières années, on nous a beaucoup bassiné avec manger bien, manger équilibré, manger des fruits, manger des légumes, pas manger trop de ci, trop de ça, machin. On en oublie l'essentiel. Si tu veux faire du sport, il faut apporter de l'énergie et en apporter assez pour que ta machine, elle tourne correctement, quoi. Alors, une question qu'on nous a beaucoup posée. Est-ce que tu bois du coca en théâtre sur tes courses de trail? C'est le seul moment où je bois du coca. C'est-à-dire dans ma vie en général, je ne boirai jamais du coca. Par contre, sur une course ou quand je vais faire une sortie longue et qu'il y a un petit refuge, je demande toujours un coca. Un coca, un soda, on va pas faire de publicité. Nouchka, je me tourne vers toi. Ça, c'est quelque chose qui est surprenant. Les trailers, voilà, qui vont boire des sodas au ravitaillement, on y met, voilà, ça c'est un peu spécial quand on n'est pas de ce monde-là. Est-ce que c'est bien? Parce que la première chose qui nous vient en tête, c'est les pics d'hypoglycémie, quoi. C'est qu'est-ce qu'on risque pas de faire une petite fringale quelques heures après? Ouais, alors je vais répondre en deux temps. Déjà, le premier temps, c'est... on m'a souvent reproché de boire du coca quand on me voyait boire du coca sur les ravitaux. Mais en fait, ce que je réponds à ça, c'est que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. À bout d'un moment, s'il n'y a plus rien qui passe et que c'est le seul truc qui passe, et bois ça. Ça t'apporte du sucre facilement, en fait. Et la deuxième chose, concernant justement les pics de glycémie et les potentielles hypoglycémies réactionnelles à l'effort, moi aussi, je fais toute une démarche là-dessus sur les réseaux sociaux parce que les gens sont très peu avertis sur le fait qu'en fait ça n'existe pas, les hypoglycémies réactionnelles liées à la consommation de glucides rapides à l'effort. Alors ça va choquer beaucoup de gens qui vont m'entendre dire ça, mais c'est pas grave. Je préfère dire les choses parce que y a beaucoup de marketing autour de ça, autour des index glycémiques bas à l'effort pour éviter justement les hypos, etc. En fait, c'est pas possible tout simplement parce que physiologiquement, on va sécréter des molécules, des hormones, notamment de l'adrénaline, des catécholamines qui vont bloquer justement la sécrétion d'insuline, qui est l'hormone qui va réguler le taux de sucre dans le sang. Et donc au final, si on n'a pas d'insuline, on peut pas avoir d'hypoglycémie réactionnelle liée à une consommation de glucides rapides. Donc c'est même bien de consommer des glucides rapides, ça permet d'avoir de l'énergie rapidement disponible. Et puis surtout de ne pas avoir trop de travail digestif. Donc c'est très bien que tu soulignes cela. Si ça peut permettre de faire comprendre qu'en fait c'est pas un problème et c'est même justement ce qu'il faudrait, c'est top.
Ça peut apporter aussi du réconfort. Il y a ce côté-là. C'est vrai que quand on se raccroche un peu à ce qu'on a, quoi. J'imagine que toi, sur ta Maxi Race, les ravitaillements, c'était aussi quand c'était très dur, tu t'accrochais un peu à ça. Ouais, il y a cet aspect plaisir, réconfort, et puis au bout d'un moment, on a beau avoir préparé le plan nutritionnel comme on voulait, c'est comme le plan de course sur tes temps de passage, etc. Ça se passe pas toujours comme tu veux, et ce qu'il faut faire, c'est s'adapter, tout simplement. Alors justement, en parlant d'adaptation, une question qui nous a été posée par Hélène, c'est que elle nous demande comment est-ce qu'on fait pour faire face à la gestion des émotions en trail, surtout lorsqu'on doit faire face à des difficultés imprévues, comme le mauvais temps. Là, on a vu sur la Maxi Race à Annecy, il y a eu beaucoup de boue, donc il y a les conditions météo, il y a peut-être les problèmes physiques, on va voir quelque chose qui ne va pas aller, la chaleur, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on fait face justement à toute cette gestion des émotions en trail sur les courses qui sont assez longues? Ça peut être un vrai enjeu. Eh ben, je dirais que la gestion des émotions, c'est ce qui vient en dernier. Nous, en préparation mentale, on va travailler déjà sur le socle, qui est la motivation. Donc déjà, si on a une vraie motivation et qu'elle est fortement intrinsèque, ça sera plus facile d'aller surmonter ces éléments extérieurs qui vont rendre la chose un petit peu plus difficile que ce qu'on avait pensé. Ensuite, vient les notions de confiance, d'activation, de concentration et en tout dernier, de gestion des émotions. Donc, c'est pas un problème d'avoir des émotions lors d'un trail. Ça, je le répète souvent aux personnes que j'accompagne. Il y a même des stratégies, ce qu'on appelle des stratégies de coping, c'est des stratégies pour faire face qui sont liées à la décharge des émotions. Donc, pour certaines personnes, par exemple, décharger une émotion, se mettre à pleurer, à crier, à être très fortement en colère à un moment donné, ça va les aider justement à repartir sur le bon pied. Donc déjà, on n'est pas forcément obligé d'inhiber ces émotions, même si elles sont très fortes lors d'une course, surtout si elle est longue, ça peut servir. Et je dirais que l'important, c'est d'y être préparé avant. Donc nous, ce qu'on fait beaucoup en préparation mentale, c'est vraiment un plan très organisationnel de la course, que j'appelle une partition, où on imagine des différents scénarios et à quoi je vais penser, quelle est l'image de réconfort qui va m'accompagner au cas où je pars pour 5 heures sous la pluie. J'ai préparé en avance ce que je vais penser, c'est-à-dire que quand ça arrive, je ne suis pas en train de me dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense, etc. quoi. Et donc ça, on peut croire que c'est inné lors d'une course, ça ne l'est pas, surtout quand arrive la fatigue, le manque de lucidité, où on ne sait plus sur quoi se concentrer. Nous, on va le préparer en amont pour que quand ça arrive, on sait exactement quel va être le poids attentionnel, sur quoi on va se reconcentrer quand on a été déconcentré par tous ces éléments. C'est intéressant que tu me dis parce que je me souviens de la dernière diagonale des fous, Cathy Scheid qui arrive au dernier poste de ravitaillement et qui se met à fondre en larmes, elle se met à fondre en larmes. Et là, tous les commentateurs sportifs se disent elle va abandonner peut-être. Elle était très proche de l'arrivée. Donc c'est vrai que c'est à 15 km de l'arrivée, abandonner, quand tu as fait autant de temps, ça paraissait assez étrange. Et elle s'est assise pendant un quart d'heure, elle a vraiment pleuré. Les images, celles et ceux qui l'ont vue, voilà. Et elle est repartie après. Moi, je lui ai eu en interview après et je lui ai dit, du coup, mais j'ai voulu la faire réagir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas abandonné? Elle dit, mais j'ai jamais eu envie d'abandonner, en fait. La question, elle s'est jamais posée. C'est juste que, voilà, j'arrivais à la fin, j'ai eu ce surplomb d'émotions, j'ai pris 5 minutes pour évacuer tout ça et je suis reparti, mais j'ai jamais un instant cru que j'allais abandonner. Ça, c'était pas une bonne interprétation des commentateurs, quoi. Et ça m'avait surpris. Les émotions, c'est pas forcément délétère, hein. Les émotions, elles sont là pour plein de raisons. J'apprends beaucoup, notamment aux jeunes les parents, ils viennent me voir et disent oui, par exemple, elle joue au tennis, elle lance beaucoup sa raquette, elle est en colère, etc. Et donc moi, j'apprends aux jeunes de dire tu as absolument le droit d'être en colère. Sauf qu'à un moment donné, donc tu as le droit de casser ta raquette, en vrai. Bon, embêtant pour tes parents, ça va peut-être leur coûter un peu cher. Mais cette émotion, elle est OK. Par contre, si elle arrive à un moment donné où tu pouvais gagner un match, etc., et donc là, ça va te pénaliser, là, potentiellement, on va apprendre à la gérer. Sinon, il n'y a pas forcément besoin de la gérer. On peut apprendre un petit peu à la contrôler parce que le but, c'est quand même peut-être plus de, je sais pas, moi, shooter dans une balle que taper sa raquette. Mais c'est pas forcément délétère. Donc, il y a des stratégies de coping de je vis mon émotion et ensuite c'est parti et c'est OK. Et ben, ça marche très, très, très bien, quoi. Alors, c'est vrai que l'une des particularités quand on fait du trail, c'est ces fameuses sorties longues qui sont vraiment longues. Quand on fait, voilà, on peut passer 1, 2, 3 heures des fois en montagne. Est-ce que des fois, toi, comment tu fais pour... Est-ce que des fois, ça peut t'arriver de t'ennuyer? Est-ce que des fois... comment tu gères un peu ces sorties qui sont assez caractéristiques?
Ouais, clairement, parfois tu t'ennuies, mais je pense que c'est normal. À mon avis, Antea confirmera. Tu trouves des stratégies, soit courir en groupe, soit si t'as pas envie, et ben te concentrer, je sais pas, sur la nature. Moi, ce que j'aime bien faire quand même quand la sortie me saoule et que j'en ai marre, c'est quand même me dire que je cours dans un cadre extraordinaire et que j'ai pas trop le droit de me plaindre de ça, Ouais. quoi. Et en fait, me recentrer sur ce que je vois, me concentrer peut-être sur ma stratégie nutritionnelle si à un moment donné ça me saoule, je me recentre sur autre chose et mettre mon attention sur quelque chose que j'arrive plus à contrôler que l'ennui finalement. Ouais, parce qu'on a Julien qui nous pose la question justement. Dans le trail, les moments de solitude peuvent être extrêmes. Quelle technique suggérez-vous pour rester mentalement engagé et positif, même durant des longues heures sur les sentiers? Et c'est vrai que tu parles des paysages, du décor, mais moi je te donne un exemple. Souvent, je faisais des courses, alors plutôt sur route, mais on dit, mais tiens, t'as vu la Tour Eiffel, t'as vu le parc. Moi, je voyais rien, quoi. C'est-à-dire, en fait, je suis tellement focus dans la course que le paysage, là, pour moi, c'était juste voilà, la ligne droite et la trajectoire, mais le reste, je voyais pas. Donc, c'est vrai que c'est des courses quand même qui sont assez longues. Quand on est habitué, quand on vient par exemple de la course sur route, on a une gestion de la douleur à l'instant T. C'est-à-dire c'est vrai que la douleur, elle peut être plus forte, elle est plus intense, mais on sait qu'elle est assez courte. C'est plus usant psychologiquement le trail. C'est-à-dire que la douleur, elle est moins violente, mais elle va nous ronger en fait. Ça va nous ronger petit à petit. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça, pour pas s'ennuyer? Parce que des fois, on se demande vraiment qu'est-ce qu'on fait là, quoi. On a envie d'arrêter. Il y a plein de techniques qui existent, notamment des techniques d'imagerie mentale qui sont hyper intéressantes, notamment quand on fait du long. C'est-à-dire, par exemple, associer des images mentales à des portions de course, des images qui vont nous accompagner pendant 30 km entre le ravito 1 et le ravito 2, des images qui peuvent tourner en boucle dans la tête ou des histoires qu'on a choisi d'associer qui peuvent tourner en boucle. Ça marche super bien parce qu'on ne peut pas empêcher le cerveau de penser, mais par contre, on peut se concentrer sur une pensée en particulier, sur une image en particulier. Donc ça, c'est des techniques qui existent bien. Après, il y a d'autres personnes qui vont mettre la musique, écouter des podcasts s'ils n'arrivent pas forcément seulement à utiliser l'imagination. Et puis, il y a la notion de segmentation entre elles qui n'y a pas, en tout cas forcément en route, ou en tout cas peut-être un peu moins, mais on part jamais quand on fait un trail de 100 km. Si on part mentalement pour 100 km, c'est très compliqué. Par contre, si on part pour 20 km, puis 30, puis 20, parce que ça correspond à des points de passage, c'est déjà beaucoup plus facile de se redynamiser mentalement. Alors, on a eu énormément de questions sur tout ce qui est les troubles intestinaux. Finalement, c'est quand même un sacré sujet. Comment faire justement pour minimiser ces problèmes? Puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Quand on va courir 2, 3, 4 heures, on peut avoir des problèmes digestifs. Est-ce que c'est une fatalité, ça? Alors c'est une fatalité, oui et non, c'est-à-dire que ça concerne quand même plus de la moitié des coureurs de façon générale et puis des trailers encore plus parce que en fait, le temps d'effort est plus long, donc plus le temps d'effort est long, plus il y a ce phénomène d'ischémie intestinale, donc en fait l'intestin qui va être privé d'oxygène au profit des muscles et du cœur, et donc ça peut engendrer un risque plus important de troubles digestifs. Oui et non aussi parce que y a des facteurs mécaniques aussi, c'est-à-dire qu'à chaque impact, chaque foulée au sol, qui plus est encore plus en descente, on va avoir une libération de certaines molécules qui vont accélérer la motricité intestinale. Maintenant, on peut un petit peu le contrôler, ne serait-ce qu'en choisissant bien sa nutrition, ce qui souvent n'est pas le cas dans beaucoup de cas, et en travaillant son système digestif. En fait, les gens ne le savent pas, mais le système digestif, à l'instar des jambes, ça se travaille en fait. Et ça permet de pouvoir assimiler des plus grandes quantités hydriques et de glucides, et donc de mieux les tolérer sur le plan intestinal, et donc de limiter le risque de troubles digestifs. Donc en fait, la stratégie nutrition qu'on va faire à l'effort, le jour J, il faut vraiment la répéter à l'entraînement, tester ces produits aussi qu'on va consommer parce qu'on est tous différents. Il y a des grandes lignes d'un point de vue nutritionnel, mais si je prends 30 trailers, ils auront 30 stratégies nutritionnelles différentes parce qu'on a tous des préférences, parce qu'il y a tous on a tous des choses qui passent mieux que d'autres. Donc il faut vraiment tester ça pour être vraiment maître de sa nutrition et savoir à un moment donné qu'est-ce qui passe pas, et puis quand ça passe pas, sur quoi je peux me rabattre, quoi. Une question beaucoup posée aussi, c'est tout ce qui concerne les médicaments, les antidiarrhétiques, ce genre de choses. Est-ce qu'ils sont à recommander pendant les courses, ou vaut mieux les éviter? Globalement,
vaut mieux éviter tout type de médicaments parce que sur le long terme, ça a quand même un impact néfaste sur le système digestif et notamment sur la membrane, enfin sur la membrane digestive au niveau intestinal. Et ça peut engendrer des risques au niveau, d'un point de vue hyperperméabilité intestinale, ce qui derrière peut avoir beaucoup de conséquences, augmenter le stress oxydatif, augmenter l'inflammation et causer des troubles digestifs globaux sur le long terme. Donc si on peut s'en passer, c'est bien. En tout cas, ce n'est pas magique si on cherche à en prendre pour limiter justement le risque de troubles digestifs, bien au contraire. Ah, c'est-à-dire que ça peut être inefficace. Sur le long terme, ça peut avoir un impact sur l'intestin, quoi. Il y a Marcus qui nous demande, plus l'effort est long, plus il faut consommer de protéines pendant l'effort. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Parce que c'est vrai que la protéine, c'est pas souvent ce qu'on va retrouver dans les ravitaillements. C'est quelque chose qu'on prend plutôt après la course, pas forcément pendant la course. Est-ce que Marcus se pose des bonnes questions? En fait, il y a une chose, c'est que plus l'effort va être long, plus nos réserves en glucides vont s'amoindrir et donc plus le corps va avoir besoin d'aller puiser l'énergie quelque part pour continuer à maintenir l'effort. Donc il va aller le chercher avec un peu plus de graisse et puis avec un peu plus de protéines. Donc dès lors que l'effort va être plus intense ou plus long, on va avoir une utilisation des protéines qui est plus importante. Et le rapport perte de protéines, c'est à peu près 5 grammes par heure. Donc c'est pour ça que sur les efforts longs, quand je dis long, c'est au-dessus de 3-4 heures, on va recommander d'avoir à peu près 5 grammes de protéines par heure. Maintenant, je dirais que c'est pas la chose sur laquelle il faut se focaliser parce que ça va pas avoir d'impact direct sur la performance pendant la course. Ça va avoir un impact si derrière tu n'arrives pas à compenser tes apports protéiques parce que tu as fait une course de 15 heures, que du coup tu n'as pas mangé de protéines sur ta journée, que le lendemain tu n'en manges pas, que le surlendemain tu n'en manges pas et que du coup tu compenses pas. Mais sur la course, ça n'a pas d'impact. C'est un impact sur le long terme si tu n'arrives pas à compenser. Donc tu peux en apporter, mais il faut d'abord faire attention à d'autres choses, comme les glucides par exemple. On va reparler des glucides tout à l'heure. Antea, toi justement, on va retrouver quoi sur tes courses? Tu peux nous donner un petit peu des exemples, des ravitaillements vraiment en course que tu vas consommer? Sur une course longue, je dirais plus de 10 heures, je vais beaucoup manger de purée, notamment de la purée de pommes de terre, patates douces. Ça c'est très populaire. Hein, Ouais, c'est quelque chose qui passe en tout cas plutôt bien pour moi. Je vais aussi manger du riz, à vrai dire. C'est quelque chose qui passe super bien, j'adore ça. Donc je mange ça, en tout cas sur ce qui est solide. J'essaye de manger le plus possible liquide, maintenant que je sais que c'est possible. Et puis j'ai tendance à avoir beaucoup de nourriture réconfortante. J'adore le sucré, j'adore le chocolat. Donc c'est ce que je disais lors de ma première course. J'ai mangé des Bounty, des Twix, tous les dérivés de ces produits-là parce que j'adore ça. Et je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup les gels. J'aime tout ce qui est très sucré, j'ai beaucoup de chance. Donc j'irai toujours vers le sucré, en tout cas quand je cours en dehors des ravitaux, parce que tout simplement j'ai de l'appétence pour ça et il faut quand même que ça reste un plaisir, hein. On passe beaucoup de temps là-dedans, au moins avoir quelque chose qui est réconfortant. Je rebondis sur ce que tu dis. On a une question sur pourquoi nos goûts changent pendant les efforts. Il y a certains aliments que j'adore, que je n'arrive plus du tout à manger en courant. Comme le sucre, par exemple. Exactement. Ouais. Il y a un moment, il y a un dégoût, tout simplement, du sucre. Ou alors parce que tu en consommes trop et que tu dépasses tes capacités d'absorption aussi au bout d'un moment. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce soit à l'effort ou pas à l'effort, si au bout d'un moment, tu manges la même chose tout le temps, il y a de fortes chances que ça te saoule. Donc, il faut varier. C'est pour ça que ce que je recommande souvent, c'est pas de partir qu'avec un seul type de gel ou un seul type de compote. C'est d'avoir plusieurs cordes à ton arc, te dire j'ai 5-6 produits différents et comme ça je sais que s'il y en a un ou deux qui passent pas, je peux me rabattre sur autre chose, quoi. On a une question autour du dialogue interne, la notion du dialogue interne. Alors je t'avoue que je suis pas sûr de forcément comprendre la question. Je te la cite, tu vas me dire comment tu peux l'interpréter. Quel rôle joue le dialogue interne pendant une course de trail et comment peut-on le cultiver pour qu'il devienne un outil de motivation plutôt qu'un obstacle? C'est une très bonne question. Le discours interne, c'est quelque chose qui est très important et qu'on travaille énormément en préparation mentale. En gros, le discours interne, c'est toutes les choses qu'on va se dire à soi-même. Et il faut savoir que le discours interne, ça a un impact très fort sur nous, sur ce qu'on va faire. Si moi je te répète toute la journée tu vas pas y arriver, 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 ou alors si je te croise dans la rue et que je te dis tiens Guillaume tu fais une course demain, tu vas pas y arriver,
je pense que tu le prends pas très bien et puis en plus, tu vas peut-être pas forcément être en confiance pour ta course. Si on se le dit constamment à soi-même, ça aura le même effet. Sauf que vu que c'est nous-mêmes qui nous le disons, on est un peu plus, on n'arrive pas trop à se rebeller, alors que quand c'est quelqu'un d'autre d'externe qui nous le dit, on se rebelle déjà un petit peu plus. Donc, avoir conscience de son discours interne, plutôt négatif, des pensées parasites, c'est très intéressant pour avoir un peu des drapeaux rouges en disant ok, je les connais ces pensées parasites et je sais exactement quoi mettre en face. C'est des pensées boucliers pour pouvoir se dire ok, quand je commence à me dire purée, qu'est-ce que je fais là, je vais pas y arriver, puis je n'arrive plus à monter, etc. C'est de se dire ok, c'est mes pensées parasites, qu'est-ce que je mets à côté, c'est tu t'es entraîné pour, tu sais faire, ça t'est déjà arrivé. Continue, je sais pas moi, pense, je sais pas, pense à ça, etc., etc. Mais ça se prépare en amont, c'est pas inné des pensées boucliers. Donc plus on les travaille en amont, plus elles vont venir de manière automatique. On peut même les ancrer avec des ancrages, c'est-à-dire si on fait un geste, etc., ça va automatiquement générer ces pensées et donc ça va passer de la tête au corps. C'est des techniques de PNL et ça marche très très bien. Donc c'est hyper intéressant de réfléchir en amont quel est son discours interne positif. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, et ça fera suite à la prochaine question, mais il y a certaines personnes, quand on leur dit ouais, mais quand même, un trail, 40 km, 50 km, parce que souvent les gens nous projettent leur peur ou leur propre incertitude sur nous-mêmes, c'est quelque chose qui arrive. C'est une personne à qui ça va freiner et d'autres personnes que ça va encourager. Alors je sais pas, en tout cas, si c'est des choses, quand on dit que tu n'es pas capable, il y en a, ça va les motiver, ça va les booster et ils vont se servir de ça. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est bien pour se lancer, c'est-à-dire se dire, je veux prouver aux autres que je peux y arriver, que j'en suis capable. Mais sur le long terme, ça peut être aussi un frein parce qu'il faut faire les choses aussi pour soi et pas pour prouver aux autres qu'on en est capable. Donc c'est un bon moyen de passer à l'action. Et puis c'est vrai qu'après, il y a des personnes qui vont toujours se nourrir un peu du conflit. Tu vois, ils vont toujours essayer de finalement créer des situations conflictuelles pour pouvoir ensuite trouver l'énergie pour pouvoir… et ça devient même un peu pervers. C'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup dans le milieu du sport, justement. Des gens qui vont un peu essayer de se nourrir du conflit. Et voilà, du coup, j'ai une coach mentale. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Est-ce que c'est bien de s'en servir au début pour passer à l'action, si finalement toute notre vie on nous a dit qu'on n'était pas capable, mais est-ce qu'après, il ne faut pas aussi savoir trouver d'autres leviers motivationnels et pas rester que dans ça? Bah, tu as dit le bon mot, c'est toutes des questions, tout ce dont tu parles, c'est des questions de motivation qui est vraiment le socle de tout. Et une motivation extrinsèque, donc celle dont tu parles, prouver aux autres qu'on est capable, voilà, perdre du poids parce qu'on nous dit que c'est comme ça, on serait mieux comme ça, etc. Et ben, ça peut être hyper puissant à un moment donné, mais c'est jamais très vrai sur le long terme. Donc sur le court ou moyen terme, ça peut vraiment très bien marcher. Il y a des motivations extrinsèques qui sont ultra puissantes et qui peuvent voilà, nous faire accomplir de grandes choses. Par contre, sur la durée, si à un moment donné, on n'a pas une motivation intrinsèque qui vient s'installer et qui fait que je le fais parce que c'est pour moi, parce que j'en ai profondément envie, parce que ça m'intéresse vraiment, parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir, alors c'est très compliqué de poursuivre cet effort dans le temps. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que peut-être il y en a qui, comme tu dis, aiment bien générer le conflit ou toujours aller chercher cette motivation à l'extérieur, parce qu'au fond, c'est peut-être que la base, à l'intérieur, il y a rien qui résonne vraiment, en fait. Mais vu qu'ils sont dans ce système-là, ils vont y rester, parce que sinon, ça voudrait dire, en fait, j'ai pas envie, j'arrête, et donc ça serait dire stop, et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le faire aussi. Tu t'es interrogé, toi, un peu sur tes motivations. Là, tu as fait l'Ultra Nouchka, tu nous as expliqué sur l'Ultra Trail. Est-ce que tu sais un peu pourquoi tu as envie de faire ces défis-là? Ouais, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça me permet d'apprendre encore plus sur moi. Je crois que j'ai besoin d'apprendre sur moi. Je crois qu'on n'arrête jamais d'apprendre sur soi-même d'ailleurs. Et puis ça me permet de trouver des réponses à certaines choses. Moi, ça ne m'atteint pas trop ce qu'on peut dire à l'extérieur. Forcément, je suis exposée sur les réseaux sociaux et puis les gens, j'ai l'impression, font un transfert un peu d'eux-mêmes. Tu vois, se disent ouais, mais en fait, tu fais ça alors que tu n'as pas eu de truc intermédiaire, c'est trop tôt, c'est trop machin. Mais je pense que je suis la seule à savoir ce qui est possible de faire ou pas faire et je m'en rendrai compte finalement. Donc ça m'atteint pas trop négativement. Si ça m'atteint, c'est plus positivement pour me dire
ok, bah, je vais le faire et puis c'est tout. Et puis si j'y arrive pas, j'ose espérer me dire, c'est pas grave, je vais apprendre sur moi-même et ce sera pas un échec, ce sera juste un apprentissage de plus, quoi. Je te propose qu'on revienne à la nutrition et notamment au rôle des glucides. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, les glucides, c'était l'aliment du coureur à pied. Et un coureur, ça mange quoi? Ça mange des pâtes. Et pendant... et c'est vrai que voilà, c'était un peu la culture. On a beaucoup vu la course à pied sous le prisme du glucide. Et ça, depuis quelques temps, bah, voilà, on peut entendre des voix un peu contradictoires. Alors il y a eu la tendance du sans gluten, plus la tendance du cétogène. Est-ce que tu peux nous refaire un petit topo sur le rôle des glucides, notamment dans les efforts d'endurance? Est-ce qu'ils sont si importants que ça? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'il faut s'en passer? Ou finalement, ils restent essentiels? Ok. Les glucides, globalement, c'est une source d'énergie qui est non négligeable à l'effort parce que c'est une source d'énergie qui est directement disponible et qui est très facile à utiliser. En plus de ça, eh bien, on a des réserves en sucre dans nos muscles sous forme de glycogène. Le glycogène, c'est quelque chose qu'on va stocker dans le muscle, dans le foie. C'est plein de petits glucoses assemblés en fait, qu'on va tirer forcément de l'alimentation et qui va nous permettre, lorsqu'on va faire un effort où on a besoin d'énergie directement disponible, de pouvoir décomposer ces glucides en énergie pour derrière venir assurer la contraction musculaire, maintenir la glycémie, etc. Même si on fait un effort qui n'est pas très intense, en fait, on a quand même une utilisation des glucides qui est importante. Il ne faut pas voir ça comme un interrupteur on-off en mode à basse intensité, j'utilise des lipides et à haute intensité, j'utilise des glucides. Il faut plutôt voir ça comme des curseurs en fonction de l'intensité, en fonction de la durée, en fonction de notre disponibilité justement en glucides. On va plus ou moins utiliser des glucides ou des lipides. Mais on va quand même toujours en utiliser, et même si on fait un effort à basse intensité. Et le fait est que nos réserves en lipides, elles sont quasiment infinies, même si on a un taux de masse grasse qui est faible, on en a quand même plusieurs kilos dans le corps, contrairement à nos réserves en glucides qui sont fortement limitées, c'est-à-dire qu'on en a 400 à 500 grammes dans les muscles, et ça sur un effort à moyenne haute intensité, j'entends par là 70-75% de VO2 max, c'est épuisé en 1h30. Est-ce qu'on peut s'en passer ? Eh bien oui, dans une certaine mesure, on a des athlètes, même à bon niveau, qui pratiquent le régime cétogène. Pour faire un bref rappel sur ce qu'est le régime cétogène, c'est un régime dans lequel on va consommer principalement des lipides, c'est-à-dire environ 70% contre 30-40% dans un régime normal glucidique, dans le but derrière de créer des adaptations pour créer justement des corps cétoniques qui vont venir alimenter le cerveau, qui lui ne fonctionne normalement qu'au glucose. On dit que le cerveau est glucodépendant, c'est pas tout à fait vrai puisqu'il peut utiliser ces fameux corps cétoniques. Et puis justement, le corps va s'adapter et le corps va être en mesure d'utiliser plus de graisse pour faire tout fonctionner. Ça, c'est quand même très contraignant, c'est-à-dire que ça ne, c'est pas juste je vais consommer du fromage et des graines ou des trucs lipidiques pendant l'effort et puis tiens, je vais utiliser comme par magie des lipides. Ça demande une adaptation de plusieurs semaines, plusieurs mois pour pouvoir vraiment être en mesure de tourner et de carburer aux graisses. Et en fait, pour avoir fait une très grande analyse de la littérature scientifique sur le sujet, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de preuves scientifiques que c'est efficace d'un point de vue performance. Donc en fait, ma conclusion à l'heure actuelle de nos connaissances, serait de dire que c'est très contraignant et que c'est pas prouvé que ça augmente les performances. Donc libre à chacun de faire ses propres choix, mais je pense que c'est pas le meilleur choix à faire aujourd'hui. Même en termes de vie sociale aussi, parce que surtout en termes de vie sociale. Il faut aussi voir ça, si vous avez un régime qui va vous isoler. Alors déjà, quand on a un coureur à pied, on passe pas beaucoup de temps, parce qu'on a quand même beaucoup de temps à s'entraîner. Les moments de repas, c'est des moments de partage avec des gens qui pratiquent pas notre sport ou notre passion. Ça peut être notre famille, nos collègues de bureau. Et si même dans ces moments-là, on a des points de rupture, ça peut être compliqué. Donc c'est vrai qu'il faut aussi faire attention à ça. Et un régime, un régime alimentaire, c'est un régime aussi qui est facile à adapter et qui ne vient pas bousculer nos modes de vie. Ouais, et puis la question à se poser, c'est en fonction de mon niveau sportif, qu'est-ce que je suis capable d'endurer et à quel point je suis capable de m'investir. Et moi, perso, je pense qu'il vaut mieux s'investir dans des choses qui sont plus prouvées d'un point de vue performance, récupération et santé générale, quoi. Justement, Théa, avant de se quitter, il y a beaucoup de dogmes, de croyances, ces régimes aussi alimentaires. Voilà, on sait que notamment sur l'endurance, c'est des choses qui sont assez populaires. Et souvent, on peut être tenté. On voit beaucoup de gens, le dernier astuce, le dernier un peu raccourci à la mode, le dernier... pourquoi est-ce que c'est si populaire que ça chez les sportifs on sait que tous ces types de régimes, à chaque fois, c'est un carton plein chez les coureurs à pied ou chez les sportifs d'endurance.
Alors après, bon, c'est juste mon analyse, hein, donc elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'il y a une notion de contrôle. Aujourd'hui, alors que ce soit le sportif ou je dirais même presque dans la société en général, on a cette envie de contrôle. Donc si on dit, ok, si je contrôle à un moment donné mon alimentation et que je fais ça, alors je vais avoir encore plus de contrôle sur ce que je vais faire et je vais pouvoir du coup gérer exactement les choses comme je souhaiterais le faire. Et c'est ce que j'apprends à beaucoup de personnes, c'est que on ne peut pas tout contrôler. Donc on aura beau aller se renseigner, regarder toutes les dernières vidéos Instagram où les gens ils expliquent les choses, etc. On aura beau parfois tout faire à la lettre. On ne pourra pas tout contrôler. Donc bien sûr, il faut pouvoir anticiper, tester des choses, etc. Mais le contrôle est quelque chose qui peut être néfaste également. Donc savoir se dire à un moment donné, j'accepte de perdre le contrôle. Et donc, lâcher prise aussi. Ouais, exactement. Je dirais, c'est là aussi on va dans la découverte. Et aujourd'hui, on le perd beaucoup parce qu'il y a énormément d'informations aussi. On est inondé d'informations et pour certaines choses, c'est très bien. Pour d'autres, ça va nourrir le contrôle. C'est comme si on donnait à manger tous les jours, constamment, etc. Donc, on en a besoin. Donc je dirais que c'est pour ça que c'est à la mode et qu'on aime bien ça. Il y a aussi un peu de procrastination cachée parce que tu vas lire un peu tous les livres un peu comme l'entrepreneuriat ou les gens qui vont écouter beaucoup de podcasts, beaucoup de livres et puis qui vont jamais se lancer. Et tu as un peu ce côté-là aussi, je vais lire un peu, écouter tous les podcasts sur le trade, sur tous les livres et puis finalement, je m'entraîne pas pendant ce temps-là. Et c'est exactement ça. C'est comme si ça allait nous prémunir de l'échec. C'est ça qu'on cherche au final, c'est nous prémunir de l'échec. Or, on ne peut pas se prémunir de l'échec et au contraire, l'échec, encore une fois, et je le répète souvent, c'est quelque chose qu'il faut valoriser parce que justement, on est allé explorer, on a fait forcément des découvertes à ce moment-là et en voulant tout contrôler, on se dit qu'on ne va pas aller vers cet échec et on loupe dans beaucoup de cas, on loupe beaucoup de choses en se plantant pas de temps en temps. On va recevoir dans quelques instants dans la partie 2 de ce podcast Jérôme qui est entraîneur et on va faire un petit focus sur les descentes parce qu'on a eu énormément de questions sur ça. Est-ce que vous êtes à l'aise justement? Comment vous avez géré ça? Parce que souvent on sait que c'est l'une des plus grandes difficultés, les descentes dans le trail running. Moi, je me suis découvert depuis peu une passion pour les descentes, figure-toi. Ah, donc toi, t'aimes bien ça alors? Ouais, j'aime bien ça. Mais j'ai appris à aimer ça. Et tu bombardes dans les descentes ou t'es plutôt je fais gaffe quand même? Si, depuis peu, parce que je crois que j'ai appris à débloquer un truc. Je pense que, alors j'ai l'impression que c'est plus un truc de garçon en fait, parce que je pense que les filles, on est un petit peu plus peut-être sur la réserve et la crainte de se faire mal. Mais moi, j'ai très peur de me faire mal sur les descentes. D'accord. Alors après, je généralise énormément, mais pour voir un peu autour de moi, mais non, moi j'aime bien les descentes. Souvent, on dit que dans le trail, quand on est dans les montées, on se dit vivement les descentes, et quand on est dans les descentes, on se dit vivement les montées. C'est clair. Voilà. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimes en TA? Je dirais pas ça. Je dirais que c'est plutôt ma bête noire en course. J'ai des facilités à plat parce que j'ai des qualités de vitesse. J'aime beaucoup monter et les descentes, c'est là la plupart du temps où je me fais rattraper et moi j'ai des gros problèmes de points de côté notamment en descente. C'est sûrement parce que je suis trop stressée, contractée, je ne sais pas. Donc c'est quelque chose que j'essaye d'améliorer au fil des années. Je pense que plus on en fait, plus ça va. Mais bon, il y a quand même, en tout cas chez moi, du progrès à faire à ce niveau-là. Bon, bah écoute, ça tombe bien puisqu'on va recevoir Jérôme dans quelques instants. Merci à toutes les deux d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Il y en a encore plein de questions qu'on n'a pas pu traiter. J'espère que peut-être on fera une partie 2. C'était un petit pêle-mêle. Voilà, on essaie de nouvelles choses et c'était assez intéressant. Merci à toutes les deux. Puis peut-être dans une partie 2, on pourra continuer cet échange. Merci à toi et puis avec grand plaisir. Je vous propose maintenant, dans le New Balance Trail Experience, de recevoir Jérôme. Il est entraîneur à Annecy et il connaît les sentiers alpins comme sa poche. Vous pouvez lui faire un tonnerre d'applaudissements pour Jérôme. Salut Jérôme, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ?
Super, merci pour l'invitation. Alors vraiment, je crois qu'à Annecy, tu es quand même un coach référent. Tu coaches pas mal notamment d'athlètes de la team New Balance, je crois. Ouais, 2 athlètes de la Team New Balance, Nicolas Gourdon et Candice Fertin. Est-ce que tu as toujours été dans le trail running, toi? C'est vraiment ton sport de prédilection ou tu as fait un petit peu de route aussi un peu avant? D'abord l'athlétisme, Ah, donc tu viens de l'athlé. l'athlé, puis je suis d'Annecy, donc forcément on s'entraînait de temps en temps en montagne, mais le trail au début, voilà, il n'y avait pas vraiment d'objet, on courait avec nos chaussures de route et moi j'avais un grand-père qui était guide de montagne et me disait il faut pas courir en montagne, c'était interdit de courir en montagne. Ah oui? Oui, Ah bah, c'était c'est pas interdit de content courir en aujourd'hui, montagne. alors. Il serait pas content, Oui. Ouais, c'est vrai. Mais même sur la Saint-Élion, là-bas, c'était pas une épreuve de. C'était même interdit, pour la petite anecdote. Alors, pour la Saint-Élion, je sais pas vraiment, mais c'était interdit de courir. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas possible de contrôler, bien sûr. Donc, ils ont dit, bon, finalement, allez-y. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était un peu le croisement entre la randonnée et la course à pied. C'est ce qui a donné, voilà, c'est ce mélange des deux qui a donné le trail running. Alors, Jérôme, avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire pourquoi les descentes sont si stratégiques, mais aussi redoutées dans le trail running? Parce qu'elles ont un impact musculaire énorme avec des contractions qu'on appelle excentriques. C'est celles qui nous laissent tant de courbatures. Et elles ont un impact aussi sur le digestif, comme on a pu le dire tout à l'heure. Donc effectivement, les descentes, elles sont très impactantes. Et l'une des erreurs que font souvent les coureurs quand ils s'initient au trail, c'est qu'ils pensent beaucoup au dénivelé positif, pas forcément au négatif. Et il y a quelque chose qui se dit beaucoup, c'est que le trail, ça se gagne, ça se perd en montée, mais ça se gagne en descente. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, 100%. C'est vrai que souvent on dit cette course, je vais avoir 2000 de D+. Ben ouais, mais tu as aussi 2000 de D-. Donc, Et on l'a vu là sur la Maxi Race, Ouais. quand c'est sur les descentes que finalement la course ça s'est jouée entre Mathieu Blanchard et Thibaut Garivier, quoi. Ouais, c'est vraiment un moment charnière et c'est vrai que dans les entraînements en fait souvent moi ce que je remarque c'est que on le prend pas assez en compte en fait et voilà on est beaucoup sur les paramètres physiologiques, sur la montée, mon seuil, etc. Mais la descente elle est souvent négligée. Alors je vais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai que quand on fait une course de trail, qu'on n'est pas forcément spécialiste, le lendemain on a souvent des courbatures et on se dit que c'est les côtes qui nous ont donné ces courbatures et toi tu nous dis non. C'est pas les côtes, c'est les descentes qui. C'est les descentes, ouais. C'est les descentes parce que c'est ce qu'on appelle le régime de contraction excentrique, c'est-à-dire que notre muscle se contracte et en même temps s'allonge. Et donc, c'est ça qui nous laisse des traces et des petits souvenirs après la course. Alors justement, quelles capacités physiques sont primordiales à développer si on veut exceller dans les descentes quand on est un coureur? J'imagine que ça joue au niveau musculaire. On parle souvent des quadriceps. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le muscle qu'il faut développer si on veut exceller en descente? Oui, entre autres, ouais. C'est vrai que s'il y en avait qu'un, il y en a pas qu'un, mais effectivement, ce groupe musculaire-là, il est important. Après, évidemment, tout ce qui va être gainage, tout ce qui va être proprioception, les muscles du pied aussi, voilà, tous les muscles stabilisateurs de la hanche également. Sont vraiment importants dans la préparation physique. Et là, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce qu'on peut le travailler à la maison? Est-ce que c'est plutôt mieux d'aller dans des salles de sport? C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en descendant qu'on devient Donc en descendeur. pratiquant. Voilà. Après, évidemment, on n'a pas tous accès aux montagnes, mais évidemment, faire du renfort. Donc, si on devait faire du renfort, plutôt du travail excentrique, donc où on va sauter d'une box, par exemple, voilà, du renforcement de ce type-là. Mais encore une fois, le mieux, parce qu'il n'y a pas que des paramètres physiques justement en descente, et ça se travaille surtout en descente. Et le gainage et la proprioception, parce que tu parles de proprioception, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu ce qu'est la proprioception et pourquoi c'est si important et comment est-ce qu'on peut le travailler justement spécifiquement dans les descentes? Ouais. La proprioception, ça va nous éviter de se faire des entorses. On va renforcer en fait les muscles, les ligaments autour de l'articulation, et ça va nous permettre d'être plus fort. Alors après ça, comment on le travaille? Alors souvent, on le travaille quand c'est trop tard, quand on va chez le kiné et qu'on s'est fait l'entorse.
et il faudrait arriver à avoir une hygiène pour le bosser en amont. Alors il y a un petit truc pour ça. Faites vos exercices de proprioception en vous brossant les dents, par exemple. Voilà. C'est-à-dire, comment on peut faire ça? Eh Ça, ben, ça m'intéresse. on se met sur un pied, Mhm. on se brosse les dents, et puis on peut par exemple s'amuser à monter sur les orteils, à rebaisser le talon doucement. Et puis voilà, on change de pied, on alterne comme ça. Et voilà, comme ça, on est sûr, on a fait nos petits exos de proprio dans la journée en se brossant les dents. Et en fait, cette proprioception, si on la travaille, c'est ce qui va nous permettre d'être plus résistant quand on va être sur des branches, quand on va être sur des cailloux, quand on va être sur un terrain qui est beaucoup plus instable. C'est en travaillant ces proprioceptions, on peut trouver, j'imagine aussi sur Internet, des tutos, ce genre de choses. C'est en travaillant ça, donc c'est pas forcément qu'en courant, qu'on va justement être beaucoup plus à l'aise dans ces parties-là. Effectivement, on va pouvoir travailler tous nos récepteurs en fait qu'on a dans les articulations et sur les tendons, qui va nous permettre d'avoir une cheville par exemple beaucoup plus réactive. Sachant que ça, il faut quand même toujours l'associer et le remettre en contexte, et malgré tout quand même toujours courir en descente pour être fort en descente. Alors on a Chiara qui nous pose la question. J'ai l'impression qu'en descente, ma foulée change. Est-ce que ma foulée est différente quand les terrains sont plus descendants? Ouais, elle doit même être différente. On dit que les meilleurs descendeurs sont ceux qui sont capables justement de changer de foulée. Volodalen, par exemple, catégorise les types de foulées en aérien et en terrien. Si on reprend cette distinction-là, on va dire qu'un bon descendeur, il doit être capable de passer de la foulée aérienne à terrienne. Ça veut dire quoi concrètement? Si j'ai une descente assez roulante, avec peu de pente, je vais plutôt avoir des qualités aériennes, plutôt sur l'avant du pied, et plutôt engager les épaules en avant. Si au contraire je suis dans une descente beaucoup plus raide, là je vais revenir sur quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus assis, et donc on pourrait dire d'une foulée beaucoup plus terrienne. Donc c'est plutôt bien de changer de foulée effectivement, et être un bon descendeur, c'est être capable de changer d'attitude en fonction du profil. Mon copain me dit de faire attention au positionnement de mes bras et de mon regard lorsque je descends. Est-ce qu'il a raison? C'est vrai que ça peut être étrange. Est-ce qu'on doit faire attention à la position de ses bras et là où est-ce qu'on pose son regard? Ouais, alors les bras, on le fait un petit peu de façon instinctive. Lorsqu'on est en descente, les bras en fait, ils vont être équilibrateurs. Quand je cours à plat, quand je fais un marathon, mes bras ils sont équilibrateurs, mais ils sont aussi propulseurs. En descente, ils sont plus propulseurs, ils vont être équilibrateurs. Donc je vais plutôt avoir tendance à avoir les bras qui vont monter au-dessus, un petit peu position mouette. Et puis je vais pouvoir accompagner ça éventuellement par des moulinets. Il va falloir vraiment être dans le relâchement. Donc effectivement, les bras sont importants, mais j'ai l'impression que ça, on le fait plus ou moins de façon un petit peu instinctive. Quand on a un changement de dénivelé, on va monter un peu les épaules, on va monter un petit peu les bras. Donc ça, on le fait intuitivement. Ah, il me semble. Le regard, c'est extrêmement important. Comme dans tous les sports finalement de trajectoire, que ce soit en vélo de route, en VTT ou même en Formule 1, paraît-il. Je pratique pas la Formule 1, mais il paraît. Eh bien, notre regard, il va être hyper important. C'est-à-dire qu'à l'endroit où je vais poser le regard, ça va déjà déterminer ma posture. C'est-à-dire que si je regarde mes pieds, forcément, je vais avoir le bassin qui part en arrière. Donc déjà, regarde devant pour anticiper les trajectoires. Et regarder devant, on va travailler ce qu'on appelle notre vision périphérique. C'est-à-dire que si je regarde devant, je suis toujours capable de savoir où je pose mes pieds. Et tout ça, ça se travaille effectivement à l'entraînement, et c'est quelque chose qui est très important. Si on n'a pas la chance de vivre à la montagne, est-ce que c'est possible de travailler justement le dénivelé négatif? Et si oui, comment est-ce qu'on peut faire? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, comment on peut faire? Sur les aspects physiques, donc c'est-à-dire pour travailler cette case de fibres musculaires, on peut choisir une pente, par exemple, de 30 à 40 secondes, qu'on va répéter 20 fois, 30 fois, où je fais la montée en petite foulée tranquillement, et je cours vite dans la descente. Et je remonte, et voilà. Et on peut faire cet exercice-là
Donc c'est effectivement très répétitif, mais c'est assez efficace. On peut travailler aussi dans les escaliers pour ce qui est de l'engagement. Bien descendre, c'est être capable d'avoir une foulée très rapide, très dynamique, avec une pose d'appui qui est courte au sol. Donc ça, on peut tout à fait s'exercer à descendre des escaliers une par une, sans forcément aller vite en vitesse de déplacement, pour qu'il n'y ait pas de risque, mais simplement déjà en étant rapide et en ayant une pose d'appui la plus courte possible au sol. Il y a des types de séances aussi. Alors, il me semble que ça a été développé par Éric Lacroix, qui s'appelle les séances jerk. Séance jerk, vous allez faire 12 montées de 50 secondes. Toujours sur le même tempo, un tempo assez élevé. Et par contre, vous allez descendre de plus en plus rapidement. Donc, par exemple, je monte 50 secondes. Les 3 premières, je dois redescendre au point de départ en 1 minute. Les 3 suivantes, je dois redescendre au point de départ en 50 secondes. Les 3 suivantes en 40 secondes. Et ainsi de suite, je descends à chaque fois de plus en plus vite. Et ça, c'est des séances vraiment, vraiment intéressantes que j'aime bien donner à mes athlètes. Alors, ça donne envie, mais il y a quand même un aspect, on n'a pas encore parlé, qui est quand même très important, c'est l'aspect psychologique. Comment est-ce qu'on peut gérer justement la peur, l'appréhension que peut survenir quand on est face à ces descentes? Ça peut être compliqué pour certaines personnes. On dit souvent qu'il y en a qui arrivent à débrancher le cerveau, d'autres pas, qui ont peur de se faire mal. Ouais. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, à tes athlètes? De descendre, de faire de la descente. Alors, il y a différentes façons pour ça, mais c'est un point hyper important et au moins aussi important que le physique. Pour ça, il y a différentes stratégies possibles. Alors, on peut par exemple aller courir avec un bon descendeur et essayer de le suivre. On appelle la pédagogie du modèle. Et puis Et là, essayer on de suit, voir un c'est là petit où est-ce peu. qu'il pose ses pieds. On essaie suit exactement où est-ce qu'il pose ses pieds. Ça nous permet déjà, nous, d'avoir un petit peu moins cette appréhension et déjà de s'enlever une contrainte plutôt de me demander où est-ce que je vais poser les pieds. Ben voilà, je suis juste concentré là-dessus. Ça, c'est une première chose. Après, on va pouvoir s'exercer déjà sur une descente qu'on connaît, où on va non pas chercher à aller vite, mais chercher à augmenter la fréquence de pas. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va essayer de le transposer dans des descentes de plus en plus difficiles, de plus en plus raides. Mais le conseil que je donnerais, c'est déjà ne cherchez pas à descendre forcément vite, mais cherchez déjà à augmenter votre fréquence d'appui. Et puis voilà, les choses vont s'installer progressivement et ça va finir par rentrer. Donc, c'est vraiment la répétition de la descente. Il ne faut pas en fait se braquer et se dire je ne suis pas fait pour ça, j'ai peur, j'y arriverai pas. Déjà, il ne faut pas chercher à aller vite, si j'ai bien compris. Et puis, il faut répéter. C'est vraiment la répétition qui va faire qu'on va être à l'aise avec son environnement. C'est exactement ça. Il faut surtout pas se dire la descente, c'est pas pour moi, parce que là, on se met déjà cette pensée limitante et on sait que du coup, parce qu'en fait, quand on n'avance pas en descente, c'est la double peine. Non seulement j'avance pas, je perds du temps, mais en plus, je mets beaucoup plus de contraintes au niveau musculaire. Donc en fait, c'est vraiment une limitation importante. Donc, augmentez votre fréquence d'appui. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas bon en descente. Essayez de prendre du plaisir à le faire. Et je pense que l'un des points importants par rapport à ça pour progresser en descente, moi, ce que je conseille, c'est aussi de travailler avec une psychologue du sport parce qu'on peut vraiment arriver à débloquer certaines peurs. On peut aussi faire en sorte que les entraînements soient ludiques, un peu plus divertissants, plus sécurisants aussi pour les coureurs. Ouais. Toi, j'imagine que c'est des choses que tu mets aussi en place à l'entraînement. Ouais, le fait de répéter un circuit et de retourner sur une descente qu'on connaît, on va être de plus en plus à l'aise sur ce circuit, on va être de plus en plus à l'aise sur cette descente-là. La difficulté en trail, c'est qu'on n'est pas dans un milieu standardisé comme on peut l'être sur route. Je vais aller faire un trail, forcément, il y a une descente que je ne vais pas connaître.
ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est se rassurer en fait. Et je dis, c'est essayer de vous faire un petit catalogue des descentes pour savoir quoi faire. Et quand j'arrive sur une descente, je reconnais, tiens, c'est une descente roulante, pas trop raide, tac, je sais ce que j'ai à faire. C'est une descente plus raide et technique avec des racines, avec des cailloux, ok, je sais ce que j'ai à faire. Et du coup, ça va nous permettre de mieux appréhender parce que c'est souvent la nouveauté finalement qui nous fait peur et qui nous bloque. Il y a aussi la dimension matérielle, les chaussures, il y a le grip aussi. Alors là, on voit avec les chaussures New Balance, on a des semelles qui sont quand même assez spécifiques. On le voit quand on marche sur le sol, on sent que ça accroche le terrain. J'imagine que le choix de l'équipement, il est aussi très important dans ce type de sentier très technique. Ouais. Là-dessus, les semelles, les types de terrain qu'on va avoir sont hyper importants. Et là-dessus, il y a vraiment eu des gros progrès de fait. Et c'est vrai que si on se sent en sécurité déjà avec des chaussures qui adhèrent bien, on évite les chaussures de route. On essaie de s'équiper quand même avec des chaussures qui sont spécifiques pour le trail, j'imagine. Ouais, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Et la petite anecdote pour revenir par rapport à ça, moi j'aime bien chambrer un petit peu mes coureurs et quand ils me disent ça glisse, moi je leur réponds il n'y a pas de sol glissant, il n'y a que des mauvais appuis. C'est vrai. C'est taquin. Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Est-ce que tu nous conseilles plutôt d'intégrer des séances de descente spécifiques dans le plan d'entraînement ou plutôt dans chaque sortie en intégrer à chaque fois ? Est-ce qu'on doit vraiment les travailler de manière spécifique ? Au même titre qu'on pourrait aller faire une séance de piste, on va vraiment spécifiquement travailler la descente, ou c'est plutôt quelque chose qu'il faut intégrer dans la sortie longue, dans des séances au seuil par exemple. Quel est ton point de vue par rapport à ça ? J'alterne un petit peu les deux. Dans la saison, j'ai toujours un moment donné où je donne à mes athlètes la consigne, c'est systématiquement tu fais les descentes soutenues. Parce qu'en fait, en descente, on va progresser par palier, en fait, par déclic. Nouchka, elle l'a dit tout à l'heure, elle a dit j'ai eu le déclic et je me sens bien maintenant en descente. Et en fait, c'est vraiment ça. En descente, en fait, on a des déclics et le fait d'envoyer sur une période donnée dans toutes les descentes, en fait, ça va vraiment nous mettre en confiance et ça nous fait bien progresser. Et puis après, il y a des séances clés quand même, comme je disais tout à l'heure, par exemple la séance jerk, il y a des séances de renfort spécifiques. Dans la saison d'été, alors vraiment avec ceux qui sont déjà costauds, moi je donne au moins une fois dans la saison une descente spécifique remontée mécanique, une séance spécifique remontée mécanique, c'est-à-dire je dis au gars écoute tu prends le forfait aujourd'hui et tu remontes en benne et tu descends. Et tu descends. Ouais. Alors ce qui est assez drôle, c'est que pour avoir parlé même à des trailers de très haut niveau, Kylian Jornet, Mathieu Blanchard, moi je les ai interrogés aussi sur cette notion de descente et ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'effectivement en compétition, la notion limitante, la notion de peur, ils ne l'ont pas, mais ils peuvent l'avoir aussi à l'entraînement. Ouais. Et donc, en fait, c'est en préparant, en s'entraînant bien. Ils sont comme nous, en fait, ils sont humains. C'est vrai qu'on des fois, on les voit dévaler à 15-16 km/h. Mais c'est juste que dans la compétition, c'est à ce moment-là où, en fait, c'est pas qu'ils débranchent le cerveau. C'est au contraire, le cerveau, il est très entraîné et il est très sensible. Il est au contraire, c'est tout l'inverse du débrancher le cerveau. C'est l'inverse. Il tourne à plein régime à ce moment-là, le cerveau. Ils sont dans un état de flow, en fait. Et effectivement, ils arrivent à percevoir toutes les infos, à avoir le regard qui se pose au bon endroit. Et c'est vrai que nous, à moindre niveau, on peut le ressentir. Il y a des fois où on ne le sent pas. On a les descentes où on ne se sent pas à l'aise. Et puis, il y a d'autres jours où ça va mieux. Et effectivement, en compétition, les sportifs de haut niveau arrivent à atteindre cet état-là. Ouais. On est au New Balance Trail Experience. Demain, tu vas emmener nos coureurs. Qu'est-ce que tu leur réserves comme séance ? On va essayer de vivre un petit peu ça, justement. On va faire un parcours où on va essayer de voir techniquement qu'est-ce que je dois mettre en place dans une descente plutôt roulante, puis dans une descente plutôt raide. Il y a Nicolas Gourdon, trailer professionnel, qui sera avec nous. De la Team New Balance. De la Team New Balance, bien sûr. Et le jeu, ça va être d'essayer de le suivre. Ramène-les-nous en bonne santé et entiers, s'il te plaît.
Et bien Promis. sûr, toute cette séance, ça sera filmé à retrouver sur les réseaux sociaux de Dans la tête d'un coureur. On en profitera aussi pour mettre des petits tips, des petits conseils filmés en vidéo. Vous pouvez les retrouver sur soit la chaîne YouTube de Dans la tête d'un coureur ou sur nos comptes Instagram. Merci beaucoup. Bonne séance pour demain. Et puis, je te dis peut-être à très bientôt l'année prochaine lors de la Maxi Race. Avec plaisir, merci. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur. Merci infiniment aux équipes de New Balance d'avoir rendu cet épisode possible. À très bientôt. Cet épisode vous a été proposé par New Balance. Pour plus d'aventures, rendez-vous sur www.newbalance.fr. À tout de suite.